On a tendance à l'oublier, en France, comme sans doute partout ailleurs dans le monde, les petites entreprises sont les véritables poumons de l'économie. Alors comment traverse-t-elle la pandémie de Covid-19 ? Comment les plus touchés peuvent-elles éviter la faillite et se relever ? Et certaines TPE et PME tirent-elles leur épingle du jeu ? Avec nous pour en parler, Alice Carpentier, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez lancé votre entreprise juste avant le premier confinement en France. Il s'agit de Monret, une marque de soins français unisexe. Avec nous également Marc Sanchez, soyez le bienvenu également. Bonsoir, vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des très petites entreprises. Tiens, juste d'abord un mot, est-ce que je me trompe ou pas quand je disais qu'on avait tendance à l'oublier, mais que c'était le poumon économique de l'économie en France ? Non. Vous avez un chiffre ? Vous vous trompez pas, aujourd'hui les TPE, les moins de 10, c'est 98% des entreprises françaises à peu près. Moins de 10 salariés ? Oui, c'est ça, c'est 28% du produit intérieur brut, c'est plus de 4 millions de salariés dans le cadre de contrats à longue durée. Donc ça a un poids économique très important. Et on va dire que s'il y a des avantages à la crise du Covid, c'est qu'on a commencé à se rendre compte effectivement que les entreprises de proximité et les petites TPE, qui seront peut-être les grandes PME de demain, avaient une importance cruciale. Vous êtes une TPE ou une PME ? Nous sommes une start-up. Start-up, oui, une jeune absolument. pousse, comme on dit en bon français. Tout à fait. Vous êtes né au mois de décembre 2019, c'est ça ? Absolument, oui. Donc, on va dire 2 mois et demi, 3 mois avant le premier confinement. La question, on a envie de vous demander, comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, on va bien, on reste positif. Face à tout ce qui se passe, on trouve des solutions. Donc, on essaie de se digitaliser à fond, on vend en ligne. Et puis, on essaie vraiment d'être solidaire envers les autres petites marques qui, comme nous, traversent la même situation. Donc, on va se focuser sur organiser des petits pop-up, etc., pour pouvoir vendre nos produits dans le respect des mesures sanitaires. Vous avez fondé cette marque à 3, vous avez 2 acolytes. Absolument. Et combien de salariés, donc 3 ? Nous sommes 3, voilà. Donc avec Aïfa, Gabriel et moi-même, nous avons fondé Monret. Donc nous sommes 3 associés. Gabriel est mon meilleur ami depuis 10 ans. Aïfa est rentrée dans l'aventure depuis 2 ans. Et grâce à elle, elle nous a apporté toute la science autour de l'iris, qui est l'ingrédient principal de la marque. Et tout le savoir-faire, symbole de la France, absolument. Et tout le savoir-faire digital pour nous aider à avancer. Alors, être chef d'entreprise partant de crise et de pandémie, comment ça se passe concrètement ? Quel est le quotidien ? On a donc vos témoignages ici même. Mais on a aussi voulu en savoir plus sur le terrain avec ce reportage signé Mevalo. Regardez. Salut M. Rémy. Ouais, bonjour à tous. Point hebdomadaire pour Michael Bruja et son équipe. Une réunion virtuelle destinée à motiver des salariés quelque peu désœuvrés. Même sans activité, être présent, ça veut dire être vivant. Michael dirige la société coopérative Éole Loisirs, spécialisée dans les colonies de vacances en France comme à l'étranger. Un secteur sévèrement touché par la crise. Ça fait 1 an qu'on fait preuve d'une résilience à toute épreuve. Et ça, je peux vous dire qu'il y a des hauts et il y a des bas. Depuis le 1er novembre, l'activité est à l'arrêt total. Le chiffre d'affaires a baissé de 85% en 1 an. D'habitude, à cette période, à une semaine des vacances de février, c'est plein, c'est l'effervescence ici. J'ai 8 collaborateurs qui sont vraiment fixes ici et aussi on a nos 500 occasionnels. On est tous à moins 15% de nos salaires sur l'année 2020 depuis le mois de mars. Salut Mickaël. Salut M. Cédric. Chômage partiel, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, Éole Loisirs survit grâce aux aides. Et Michael peut aussi compter sur le soutien de ses collègues du Centre des jeunes dirigeants, qui compte plus de 5000 adhérents. Autour de la table et à l'écran, les membres du bureau de Paris. Tous sont dirigeants de PME, tous secteurs confondus. Il y a ceux qui vont bien. On cartonne, on a encore battu les records en janvier. Et il y a ceux pour qui les temps sont plus durs. Quand on a une baisse de chiffre d'affaires en l'espace de 2 mois ou 3 mois, qu'on sait que la boîte elle va être down complètement, lorsqu'on sait qu'on doit licencier nos collaborateurs qu'on a depuis X années, c'est le côté psychologique qui est aussi très très compliqué à gérer. Les efforts du gouvernement français permettent pour le moment de limiter la casse, mais cela ne suffit pas à rassurer face à des lendemains incertains. Aujourd'hui, on a besoin de visibilité en fait. On a besoin de savoir est-ce qu'on peut réembaucher, est-ce qu'on peut réinvestir, parce qu'il y a aussi beaucoup d'aides à l'investissement qui arrivent, mais investir, c'est aussi sortir de l'argent, notamment dans l'industrie, acheter des machines. Aujourd'hui, on n'a pas le boulot à mettre dessus. La vie sous perfusion n'a qu'un temps. Les aides de l'État ne sont pas éternelles. 2021 pourrait même se révéler pire que 2020.
Marc Sanchez, heureusement qu'il y a les aides du gouvernement français, mais on l'entend, l'avenir s'inscrit quand même en pointillé pour les TPE et PME. Alors, sur certains secteurs d'activité, effectivement, heureusement qu'il y a les aides du gouvernement. Après, les aides du gouvernement ne couvrent pas toutes les problématiques. Il y a des secteurs qui sont restés ouverts et qui ont perdu de manière lissée sur 2020 presque 30% de leur chiffre d'affaires. Je pense tout ce qui est équipement de la personne, équipement de la maison, qui n'ont pas réussi à redresser la barre, notamment avec les fêtes de fin d'année, et qui, depuis le couvre-feu, donc à 18h, vivent des situations économiques de plus en plus critiques, parce que forcément, il n'y a pas d'affluence. Les soldes, pour certains, ont très très mal fonctionné, et aujourd'hui, il n'y a pas d'aide. Le fonds de solidarité ne joue pas sur ces entreprises-là. Alors quand vous tenez compte à la fois du couvre-feu à 18h, en même temps du télétravail, d'un climat de morosité ambiant qui est quand même assez important, et puis aussi par la même occasion, comme le soulignait le chef d'entreprise dans votre reportage, du manque de perspective, ça demeure quand même assez compliqué, sachant qu'aujourd'hui notre perspective elle est une semaine. On est suspendu aux lèvres du Premier ministre tous les jeudis pour savoir si effectivement on va fermer ou on va pas fermer. Donc ça reste quand même assez problématique et on a besoin d'avoir de la lisibilité aujourd'hui, clairement. Vous, du coup, vu que vous êtes dématérialisé, vous avez moins cette problématique. Tiens, d'ailleurs, vous n'avez pas le fonds de solidarité, vous n'en avez pas vu la couleur, pourquoi ? Non, en fait, l'entreprise est trop jeune, nous n'avons pas de chiffre d'affaires et du coup, ça a été impossible pour nous de toucher des aides. Donc c'est vraiment un investissement personnel que l'on a mis dans Moneret. Mais vous avez des chiffres, des informations sur ces jeunes entreprises qui se sont lancées, qui n'ont pas ces aides, parce que du coup, c'est la double peine presque. Il y en a beaucoup, évidemment, énormément. Alors, pour beaucoup d'entre elles, elles sont nées, elles sont mortes assez rapidement. D'autres arrivent à tenir parce qu'elles ont des fonds propres ou qu'elles ont réussi effectivement à, on va dire, postposer certaines échéances, qui ne sont pas arrivées d'ailleurs pour certains, parce que quand vous n'avez pas de chiffre d'affaires, les charges ne tombent pas encore. Je pense notamment à tout l'aspect fiscalité, charges sociales, etc., etc. Et donc ça va tomber cette année ou l'année prochaine. Donc ça va être aussi compliqué pour ces jeunes entreprises-là. Si dans le cadre d'un plan de relance, alors qui est prévu par le gouvernement, elles ne sont pas intégrées effectivement dans la possibilité qu'on pourrait leur accorder d'avoir des aides à l'investissement ou des reports de charges ou des abattements de charges. Et ce sur quoi effectivement le SDI travaille depuis déjà un certain nombre de mois et on espère y arriver. Quelles sont, vous, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui et de quoi avez-vous besoin, en fond ? Alors aujourd'hui, nous, les difficultés qu'on rencontre, ça va plus être au niveau de la grande distribution. Par exemple, il y a peu de temps, on était au BHV, on avait un corner là-bas, et en fait, vu les nouvelles mesures qui ont été prises, voilà. Centre commercial de plus de plus de 20 000 m², forcément, ça ferme. Donc du coup, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions pour avancer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur des plus petites surfaces, avec des pop-up, où on s'allie à d'autres petits créateurs, et on essaie de se faire connaître en ligne à l'aide du digital. Des pop-up pour le commun des mortels ? Alors, un pop-up, donc c'est une sorte de boutique éphémère. Donc, c'est soit sur plusieurs jours ou sur une semaine, parfois sur 2, ça dépend des périodes. Et les gens peuvent passer vous voir et en fait, ça crée un petit peu l'événement de la rareté parce que c'est sur une période de temps limitée. Ouais. Comment vous intervenez, vous, Marc Sanchez, auprès de celles et ceux qui sont en détresse ? Est-ce qu'elles peuvent d'ailleurs se signaler ? Est-ce que... Ah oui, on a déjà on a nos adhérents, enfin il y a beaucoup d'entreprises qui adhèrent au SD et puis ensuite on les suit via nos services juridiques puisqu'on va les aider justement à essayer de trouver un petit peu des issues dans les méandres parfois un peu compliqués d'admission au fonds de solidarité ou dans les plans d'appurement de leur charges fiscales et sociales puisque les moratoires ont été suspendus l'année dernière au mois de septembre. Donc sur ces éléments-là, effectivement, on a une information et une action aussi en leur faveur. Et il faut aussi considérer que dans le cadre de la relance, parce qu'on essaye d'être positif aussi, on pense qu'on va pouvoir essayer de redémarrer assez vite et assez vite normalement. Il va falloir aussi accompagner ces entreprises, parce que dans le dernier baromètre qu'on a publié, on a quand même quasiment une entreprise sur 2 qui déclare avoir des difficultés dans un critère de difficile à catastrophique. 54% des dirigeants des TPE-PME craignent pour la pérennité même de leur entreprise. Exactement, oui. Alors, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. C'était 47% au mois de septembre dernier. Donc, oui, c'est ça. Oui, ça augmente nécessairement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le début de l'année reste compliqué aussi, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et donc, sur ce schéma-là, à partir du moment où on veut essayer justement, par rapport à des entreprises qui étaient quand même très viables avant la crise du Covid, faire en sorte qu'elles puissent redécoller dans un climat qu'on espère normaliser, il va falloir effectivement, notamment dans le cadre du plan de relance,
relance. Et dans le cadre de l'accompagnement du Fonds de solidarité qu'il faudra peut-être pérenniser pendant encore quelques mois après, on va dire, la fin de la crise de manière générale, il va falloir effectivement, au cas par cas peut-être, mais prendre en considération les problématiques de charges d'exploitation, les problématiques de crédit de trésorerie, les problématiques d'accompagnement aussi des entreprises vis-à-vis des salariés, de la formation. Et ça, ces sujets, on va dire que de manière générale, le gouvernement est assez à l'écoute. On a une réunion lundi prochain d'ailleurs sur un plan pour les indépendants qui devrait normalement être annoncé le 15 mars par Alain Griset, sur lequel on travaille aujourd'hui pour développer les aspects de formation, développer aussi la création d'entreprises et le sauvetage aussi des entreprises. Donc sur tous ces sujets-là, on espère effectivement avoir gain de cause. Alice Carpentier, la patience, vous connaissez, vous avez mis 3 ans, il a fallu des recherches avant de mettre au point votre marque, votre entreprise. Vous disiez on est 3, mais il faut bien la matière première, il faut bien cette fleur, l'iris. Comment travaillez-vous derrière ? Alors, ça ne peut pas être que numérique, on imagine. Non, absolument pas. Donc, en fait, au début, il faut vraiment travailler main dans la main avec un laboratoire. Donc, nous, après 2 mois de recherche, on a trouvé le nôtre dans le sud de la France et on leur a fait confiance. On leur a imposé un cahier des charges très précis avec une liste noire d'ingrédients, avec les ingrédients qu'on voulait, etc. Et avec eux, on a travaillé, on a fait ressourcer les matières premières, etc. Et ça nous a permis de développer nos formules. Marc Sanchez, en 1 minute, parce que le temps avance dans cette édition, les restaurateurs, quelle est la plus grande difficulté selon vous pour eux, au-delà du fait effectivement qu'ils ne peuvent pas travailler depuis des mois ? Elle est morale et financière, donc elle est sur 2 niveaux, mais je dirais qu'aujourd'hui, la vraie demande qu'on a dans tout le secteur d'ailleurs de l'hôtellerie, des cafetiers, des restaurateurs, de l'événementiel aussi, c'est la volonté de retravailler. Oui. Ils veulent retravailler. Voilà, perspective. Voilà, c'est pas d'être aidé, c'est pas d'avoir des subventions. On veut retravailler, on veut avoir des situations qui soient normalisées et surtout ne plus être dans un système de stop and go. Alors pour eux, c'est plutôt plus le stop que le go d'ailleurs. Il n'y a pas eu longtemps de go d'ailleurs. Mais sur ces éléments-là, effectivement, le vrai objectif, c'est de pouvoir retravailler de manière normalisée avec des protocoles sanitaires qui existeront quand même, mais qu'on espérera les plus souples possibles. Parce que travailler dans un restaurant ou dans un bistrot avec un espace sanitaire de 2 mètres carrés, c'est pas viable aussi. Donc il va falloir qu'on arrive justement à juguler ces 2 contraintes et faire en sorte effectivement que le travail de toute façon c'est la base pour tout chef d'entreprise. Merci beaucoup Marc Sanchez et merci à vous Lise Carpentier. Bon vent à tous les deux, merci bien.